On va lancer incessamment sous peu. Donc, vous êtes prêts? Très bien. Ok. Ok. Donc, bonjour à tous et merci d'être venus. Donc, vous êtes à la première conférence de la semaine de la pensée marxiste. Pour vous placer un peu le contexte, la semaine de la pensée marxiste, c'est un événement annuel organisé nationalement par l'UEC. Donc, l'idée, c'est de susciter le débat étudiant sur des sujets d'actualité, et ça avec une grille de pensée donc marxiste. Il y aura plusieurs thèmes pour différentes conférences, mais le thème principal de la semaine, ça sera la précarité étudiante. Pour vous donner quelques chiffres, sachez qu'un étudiant sur trois a perdu son emploi pendant la crise sanitaire, que un étudiant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, et que par extension, un étudiant sur six est en décrochage. Donc l'idée, c'est que lors de cette semaine, nous allons avoir trois conférences avec trois maîtres de conférences et de voir quelles sont les solutions possibles pour éviter ces problèmes. La première conférence sera avec un maître de conférence, Monsieur Éric Baird, qui est donc maître de conférence à l'Université de Bordeaux, mais aussi membre des économistes atterrés. Il va vous parler donc de la dette étudiante, comparée avec le modèle américain, vous dire en quoi les étudiants endettés peuvent encourir des risques. Et après, on va se poser la question de est-ce que l'université, ça doit être un service public ou suivre ce modèle de libéralisation. Pour vous donner quelques notions temporelles, sachez que l'exposé de M. Eric Baird durera environ 45 minutes. Après, nous aurons une vingtaine de minutes, voire une demi-heure pour débattre ensemble. Et après, nous finirons par une petite conclusion. Euh, donc voilà, donc nous allons pouvoir laisser la parole à Monsieur Eric Baird, que nous remercions au passage d'être venu et de nous avoir accordé du temps. Donc, Monsieur Eric Baird, quand vous voulez. Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation à venir débattre avec vous de la condition des étudiants et en particulier en rentrant sous l'angle de la dette étudiante. Mais en fait, je voudrais faire le lien au cours de mon intervention sur la dette, le lien qui peut exister entre la dette étudiante et l'organisation du système de l'enseignement supérieur, puisqu'on va voir qu'évidemment, selon la façon dont vous envisagez le système universitaire, le système d'enseignement supérieur de manière générale, eh bien, la façon dont vous allez le financer peut différer et donc conduire à un financement via la dette. Alors, l'idée ici, c'est de partir de l'exemple américain, de l'exemple des États-Unis dans un premier temps, montrer un peu, de faire un peu un état des lieux de ce système-là et de voir les contraintes que ça peut engendrer. Pour ensuite, eh bien, regarder ce qui se passe en France. Alors bien évidemment, la question de la dette étudiante ne se pose pas dans les mêmes termes et avec la même acuité qu'aux États-Unis. Mais malgré tout, j'essaierai de montrer qu'on est sur une pente une pente de réforme du système universitaire français, qui nous conduit petit à petit, mais sûrement, vers un modèle un peu à l'anglo-saxonne, un modèle à l'anglo-saxonne qui, précisément, repose très fortement sur des droits d'inscription élevés et donc sur un endettement des étudiants important. Donc ça va être un peu les les 3 temps de mon exposé. Alors, tout d'abord, si on fait un petit, panorama, de la situation, de la dette, étudiante aux États-Unis. Alors je suis désolé, hein, je vais citer quand même pas mal de chiffres, mais qui sont utiles pour voir un petit peu de quoi on parle. La 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 dette étudiante, hein, aux États-Unis, c'est pas un phénomène marginal puisque ça touche 45 millions de personnes. 45 millions d'Américains
qui ont une dette étudiante et qui, en cumulé, cette dette étudiante représente environ 1600 milliards de dollars, hein, donc près de 1500 milliards d'euros. Alors, ce montant, il est en hausse, hein. Il a été multiplié par 3 depuis 2007, hein. Il a même été multiplié par 6 depuis 2003. Donc, on voit une progression régulière de cet endettement, de cette dette étudiante. Et d'ailleurs, on s'aperçoit aux États-Unis que même après la crise de 2007-2008, hein, la crise financière, il y a tout un tas de crédits, de types de crédits qui ont ralenti ou qui ont diminué un peu, mais ça n'a pas été le cas du tout pour la dette étudiante qui, elle, a continué d'augmenter sur, sur le même rythme qu'avant la crise. Tant et si bien que aujourd'hui, eh bien, la dette étudiante, en fait, c'est la deuxième source d'endettement aux États-Unis après les crédits immobiliers. Donc évidemment, ça, c'est pas du tout le cas chez nous en France, mais ces chiffres-là doivent être posés, hein, pour voir quelle est l'ampleur du problème aux États-Unis. Alors, en moyenne, du coup, ça fait que chaque étudiant rembourse environ 400 dollars par mois au titre de. Alors, c'est une moyenne, bien évidemment, hein, il peut y avoir des écarts importants, mais en moyenne, c'est environ 400 dollars. Le coût, hein, de cette dette étudiante, c'est 400 dollars par mois. Alors, bon, euh, on sait bien pourquoi les, les étudiants américains sont largement endettés, tout simplement parce que les frais d'inscription sont eux-mêmes très élevés, hein, varient de 5 000 à même plus de 50 000 dollars à l'année. Donc vous voyez bien que si vous arrivez, si vous venez d'une famille qui n'est pas, n'est pas aisée financièrement, vous n'avez pas d'autre moyen que d'emprunter. Alors, bien évidemment, il y a des bourses, il y a des systèmes de bourse, hein, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas pour financer un coût d'études aussi important. Parce que, évidemment, il y a des droits d'inscription très élevés, mais il n'y a pas que ça dans le coût de la vie étudiante. Il y a le coût du logement, si vous ne pouvez pas être hébergé par votre famille, etc., etc. Donc, si on ramène aussi cette dette par étudiant, eh bien, en moyenne, là encore, hein, on est aux alentours de 32 000 dollars. Hein. C'est-à-dire qu'en moyenne, les étudiants, une fois qu'ils ont terminé leurs études, mais ils se retrouvent avec une dette moyenne de 32 000 dollars. Et preuve que le phénomène pardon, est important, eh bien, 70% des étudiants qui s'inscrivent en bachelor, donc l'équivalent de la licence, sont endettés, hein, ont dû recourir à l'endettement. Donc, une situation très largement développée. Alors, précision également, il y a en fait dans l'endettement étudiant aux États-Unis, vous avez trois types d'emprunts, hein, différents. Vous avez des prêts fédéraux, hein, donc accordés par l'État fédéral des États-Unis. Vous avez des prêts privés, que vous pouvez contracter auprès de votre banque. Et vous avez des prêts d'université. Les universités peuvent également prêter. Donc vous avez ces trois types de prêts. Alors, la situation est problématique. Alors, elle est problématique pas simplement aujourd'hui du fait de la crise sanitaire et de la crise économique qui en découle. Elle est problématique déjà depuis de nombreuses années, hein, même avant la crise financière de 2007-2008. Hein. Et aujourd'hui, on estime que environ 20% des étudiants, enfin 20% d'étudiants ou ex-étudiants qui ont contracté donc un prêt étudiant
ont, heu, ont des retards de paiement, des arriérés de paiement, donc sont dans une situation, difficile, hein. Donc, enfin 1 sur 5 a du mal à rembourser cette dette. Et cette statistique, bon, elle datait de 2019, hein, donc on peut imaginer qu'avec, la crise sanitaire et la crise économique qui s'en est suivie, la situation, se détériore encore plus. Heu et cette situation, elle perdure, hein, parce que, par exemple, dans la tranche des 40, 60 ans, vous avez, 10 des Américains qui possèdent encore, hein, un prêt étudiant et qui n'ont pas terminé de rembourser ce prêt étudiant. Donc vous avez quand même des gens qui traversent leur vie active et qui arrivent quasiment à la retraite ou qui arrivent à la retraite en n'ayant pas, pu, totalement rembourser leur prêt étudiant. Alors, évidemment tout ça, ça a des conséquences, hein, parce que, ça réduit le niveau de vie, le niveau de vie des jeunes Américains. Ça réduit, leur capacité à s'insérer, dans la vie active, hein. Heu, Vous commencez votre vie active, avec ce fardeau-là, vous vous allez avoir plus de difficultés à obtenir d'autres crédits pour le coup, pour, acheter un logement ou, je sais rien, une voiture, ou pour, pour vous installer, dans la vie. Donc, cette dette étudiante-là, elle pose, un problème économique. Et vous voyez, ça touche 45 millions d'Américains, donc c'est très loin d'être négligeable. Donc ça pose des problèmes pour ces personnes-là, pour, vivre, dignement, alors ce 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 système-là, alors donc pose un problème évidemment de solvabilité, hein, pour de nombreux Américains, sans parler des aspects, psychologiques, moraux, le fait, qu'il va être plus difficile de se projeter dans l'avenir parce que vous déjà en commençant votre vie active, vous avez un boulet accroché à la cheville, pendant que d'autres vont pouvoir, eh bien, mieux vivre, sortir, dépenser, investir, que sais-je. Eh bien, les personnes qui se retrouvent avec ces crédits-là, elles heu, vont du coup, faire plus attention, moins sortir, se priver, et cetera, et cetera. Bon, petite parenthèse, je parle un peu en connaissance de cause parce qu'il se trouve que moi-même, quand j'étais étudiant, venant d'une famille, qui ne pouvait pas me payer des études, eh bien, j'avais le choix entre, quand je suis arrivé en première année à l'université, j'avais en fait 2 possibilités. Soit je travaillais tout de suite, soit je faisais un prêt étudiant. Et à l'époque, alors à tort ou à raison, mais à l'époque je m'étais dit: «Bon, si si je commence tout de suite à travailler dès ma première année d'études, ça va être très, très dur». Donc j'avais pris le parti de prendre un prêt étudiant pour financer mes 2 premières années d'études et ensuite après, j'ai continué mes études, mais en travaillant, par ailleurs. Mais ce prêt étudiant, et bien, outre le fait que, effectivement, dans un premier temps, vous vous dites: «Bon, ça va, je peux voir venir, je peux financer, mon année, voire mes 2 années dans mon cas», heu, parce que, le remboursement, il est différé. Mais ensuite, quand vous devez commencer à rembourser, c'est là que les problèmes arrivent. Alors OK, ça a pu vous donner un peu d'air, vous aider, mais moi, par exemple, mon prêt étudiant, j'ai réussi totalement à m'en défaire à 30 ans. Donc, alors, je suis loin d'être dans le cas de nombreux Américains, mais tout ça pour vous dire que, voilà, et puis vous avez toujours ça, hein, en tête et vous dites: «Bon, alors là, il faut que je fasse attention parce qu'il faut que je rembourse ça. Je ne peux pas me permettre de faire ça parce que j'ai ce prêt à rembourser». Donc c'est ça, c'est là, hein, je dis, et puis on peut lire de nombreux témoignages, hein, d'étudiants, endettés, qui, soulignent ces aspects, voilà, psychologiques, moraux. Oui, il faut rembourser sa dette mais au prix de sacrifices,
et cetera. On ne peut pas sortir avec les amis, parce qu'il faut faire attention plus, bon et cetera et cetera. Donc difficulté à se projeter dans l'avenir. Bon, ça a un impact, donc bien évidemment sur le système bancaire aussi parce que, si les défauts de paiement se multiplient, eh bien, ce sont les organismes prêteurs qui, se retrouvent aussi, qui peuvent potentiellement se retrouver dans la difficulté. Je vous rappelle que la crise des subprimes, c'est une crise du marché, de l'emprunt et du marché immobilier, du crédit immobilier aux États-Unis et c'est ça qui a dégénéré en une crise mondiale. Donc quand je vous dis que l'endettement, la dette étudiante, c'est le deuxième poste d'endettement, aux États-Unis, bien, on n'est pas à l'abri également, du fait que, bah, de très nombreux étudiants, ne puissent plus rembourser leur crédit et que, bien, là aussi, on ait une sorte de bulle, du crédit étudiant qui explose et qui fasse des dégâts, très importants. Alors sur ceux qui ne peuvent pas rembourser, mais par ricochet sur le système bancaire, et avec tous les effets que l'on peut imaginer, que l'on a déjà vécu à l'occasion de la crise financière de 2007-2008. Donc, heu, c'est un problème individuel, bien sûr, pour les étudiants, qui ont des difficultés, à se financer, mais ça peut être un problème collectif. Alors ce système, malgré tout, pouvait fonctionner tant que enfin, il pouvait fonctionner parce que, les étudiants pouvaient se dire: «Bon, je m'endette, mais à la fin de mes études, le marché du travail me permet de trouver un emploi suffisamment bien payé pour que je puisse rembourser ma dette étudiante sans que ce soit trop pénalisant. Mais à partir du moment où vous basculez dans une crise, où, les taux de chômage augmentent, où il est de plus en plus difficile de trouver un emploi ou alors des emplois, beaucoup moins bien payés, bien là, le nœud coulissant, hein, se serre et il devient beaucoup plus difficile de faire face aux échéances d'endettement. Bon. Donc ça, c'est pour la dette américaine. Alors évidemment, heu, des mesures ont été prises, hein, il y a une prise de conscience, hein, qui a été faite. Déjà, sous la présidence d'Obama, Obama, en 2012, avait mis, en place un programme qui s'appelle, Pay as you earn, hein, donc sur les prêts fédéraux, hein. Et l'idée était que ce Pay as you earn, c'était, vous les étudiants endettés, eh bien rembourser, mais, le remboursement ne devait pas excéder 10 de leurs revenus et devait s'étaler au maximum sur 20 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, même si vous n'aviez pas remboursé la totalité de votre prêt étudiant, hop, c'était terminé. Le reste, était abandonné. Donc, alors ça a aidé, ça a permis à un certain nombre de personnes, hein, un peu plus de 4 millions de personnes, hein, ça représente 260 milliards de dollars. Donc vous voyez sur les 1 600, c'est quand même une minorité, mais ça a permis, à certains étudiants donc d'étaler les paiements et que ça pèse pas trop sur eux. Mais vous voyez quand même que vous pouviez rembourser pendant 20 ans, hein, 20 ans après la fin de vos études. Donc, c'est pas rien. Alors, suite à la crise, de l'an dernier, à la crise sanitaire, Trump, avait fait passer, ce qui s'appelle le CARES Act, qui consistait à geler, hein, à geler tous les paiements, temporairement, hein, sur le remboursement de la dette étudiante, sans que ça occasionne des intérêts supplémentaires. Donc l'idée était de de suspendre les paiements, les remboursements au titre de la dette étudiante, jusqu'à fin septembre 2020. Bon, ça avait été prolongé jusqu'à la fin de l'année, 2020. La question des prêts étudiants a été aussi, un thème abordé pendant la campagne présidentielle américaine, hein, et par les démocrates notamment, Bernie Sanders par exemple demandant, ce que, la dette étudiante soit purement et simplement annulée
et que les universités publiques deviennent gratuites. Alors, Joe Biden, élu, qui n'a pas ne va pas aussi loin, hein. Pour l'instant, alors ça va peut-être évoluer, hein, mais pour l'instant, Biden, se contente de vouloir prendre en charge 10 000 € de dette par personne, hein, et pour les personnes qui travaillent dans certains, métiers de service, donc par exemple dans l'enseignement. Alors les États-Unis ne sont pas les seuls à recourir, hein, à ce système-là, l'Australie aussi, le Royaume-Uni. Alors dans le cas du Royaume-Uni, hein, même si la dette représente, 130, un peu plus de 130 milliards d'euros, l'endettement moyen des étudiants anglais, c'est 60 milliards d'euros. Alors ça, c'est dû aussi à une mesure prise par le Premier ministre conservateur, hein, au début des années 2010, David Cameron, qui avait, relevé le plafond des droits d'inscription, hein, qui était de 3 000 livres, il l'a relevé à 9 000. Donc vous vous doutez bien que, vous autorisez du coup les universités à multiplier leurs droits d'inscription par 3, et il y a eu une explosion, du coût des droits d'inscription et des coûts pour les étudiants, et on estime qu'à peu près 90 des étudiants anglais sont endettés. Alors, qu'en est-il en France? Bon, en France, le tableau, il est beaucoup moins dramatique, bien évidemment, tout simplement parce qu'en France, eh bien, les droits d'inscription, les droits d'inscription sont réduits, hein, c'est de l'ordre, de 170 ou 180 € en licence, je crois, et de 240 à peu près en master. Mais, malgré tout, vous avez actuellement entre 200, j'ai eu du mal à trouver des chiffres un peu précis, mais entre 200 et 300 000 étudiants qui ont sollicité un prêt. Alors, selon certaines sources, ça représente à peu près 10 des étudiants en France. L'observatoire, j'ai regardé aussi sur le site de l'Observatoire de la vie étudiante, lui, avance comme chiffre que, des 11 des étudiants en école de commerce, auraient recours à un prêt étudiant pour financer leurs études, 6 en école d'ingénieur, et 4,5 des étudiants à l'université auraient recours à un prêt étudiant. Alors, les chiffres, là encore, le chiffre total, c'est pas trouvé quelque chose de récent. J'avais, un chiffre de 3 milliards d'euros, mais qui date de 2013. Bon, même si ça a été multiplié par 2, par 3, par 4, vous voyez bien qu'on est très loin des 130 milliards, au Royaume-Uni, ou des 1 600 milliards, en 1 milliards aux États-Unis. Alors, pour autant, il faut quand même faire attention à ça, parce que les dernières, lois, prises, les dernières lois votées, sur l'université, ou un certain nombre de mesures prises, récemment, doivent nous inciter à la plus grande prudence. Vous avez peut-être entendu parler du programme Bienvenue en France, qui avait été lancé en 2019, hein, par le Premier ministre Édouard Philippe à l'époque. Donc Bienvenue en France, c'était un programme, hein, attirer, supposé attirer les étudiants étrangers, hein, et les étudiants étrangers hors Union européenne. Bon, et ce programme-là, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que pour souhaiter la bienvenue aux étudiants étrangers, eh bien, on leur propose d'avoir des droits d'inscription qui sont multipliés par 16. C'est-à-dire que pour les droits de scolarité, les frais de scolarité, hein, à l'université, pour les étudiants, extra-européens, sont fixés à 2 770 € en licence et 3 770 en master. Alors OK, rien à vo c'est encore loin des standards, anglais ou américains, mais attention, attention, parce que il y avait eu une note du conseiller, de l'enseignement supérieur du candidat Emmanuel Macron à l'époque, hein, qui avait fuité là, lorsqu'il y avait eu les Macron Leaks, et ce conseiller, avait rédigé une note, hein, et lui, il appelait à fixer, des droits d'inscription, à 4 000 € en licence, 8 000 € en master, hein, et jusqu'à 20 000 € dans certaines formations. Alors OK, on n'en est pas là, on en est loin.
Mais il faut toujours faire attention parce qu'on a commencé à ouvrir une brèche, hein, avec ce programme Bienvenue en France. Alors ça touche pas les étudiants français, ça touche pas les étudiants, ressortissants de l'Union européenne, d'un pays de l'Union européenne, mais les étudiants étrangers. Mais une fois qu'on a entrouvert une porte, hein, généralement quand on entrouvre une porte, c'est pour l'ouvrir, hein, c'est pas pour la refermer. Donc on commence à mettre un pied dans la porte en disant: «Bon, bah, c'est pour les étudiants étrangers». Mais je pense que d'ici quelques années, si on ne change pas de logique, on reviendra et on nous dira: «Mais quand même, c'est injuste que les étudiants étrangers payent beaucoup plus que les étudiants français et il faudrait un peu rééquilibrer tout ça». Et vous doutez bien que quand on dira ça, ne sera pas pour que les étudiants étrangers repaient 170 € en licence, mais plutôt pour que les étudiants français paient plus cher. Heu, il faut savoir qu'il y a quand même déjà, des établissements dans l'enseignement supérieur où les droits d'inscription sont quand même, très, très élevés. Bon, on peut parler des écoles de commerce, Sciences Po, c'est, 14 000 € par an à peu près, des masters à Dauphine, c'est de l'ordre de 6 500 €. Pour un premier cycle, à Polytechnique, c'est 15 000 €. Bon, voilà, c'est c'est pas donné à tout le monde. Il faut se méfier aussi, vous avez peut-être entendu parler, face à la situation, précaire des étudiants là, due à la crise Covid, le chef de La République en marche, hein, Stanislas Guerini, a récemment fait une proposition, hein, et sa proposition, c'est, eh bien, d'accorder aux étudiants des prêts, à taux zéro. Très bien, des prêts de 10 000 € à taux zéro. Bon, OK, c'est à taux zéro, mais enfin les 10 000 €, il faudra quand même les rembourser. Donc la solution qui est envisagée, c'est absolument pas de dire: «Tiens, on a un système de bourse qui est complètement obsolète et insuffisamment, avantageux, donc on va augmenter les bourses». Non, on dit: La seule proposition que l'on a, c'est d'endetter les étudiants. Alors peut-être avec un prêt garanti par l'État, donc ça veut dire que si vous n'êtes pas en mesure de rembourser, l'État prend à sa charge tout ou partie du remboursement, mais malgré tout, un prêt, ça vous engage. Alors, cette situation, est en train de est en train de s'installer petit à petit, hein, en France, étape par étape et en fait traduit, beh, une vision, du fonctionnement de l'enseignement supérieur, et de la recherche, j'ajouterais même, qui est une vision, tout à fait, néolibérale de la chose. C'est-à-dire, vous avez en fait 2 modèles qui s'opposent quant au financement de l'enseignement supérieur et de manière générale, de l'ensemble des services publics. Soit vous considérez qu'il y a des choses qui doivent être accessibles à tout le monde et à ce moment-là, ces choses accessibles à tout le monde, eh bien, on fait supporter le coût par la collectivité, c'est-à-dire que tout le monde, en fonction de ses moyens, participe au financement, dans le cas qui nous intéresse, bah, par exemple de l'université, hein. Tout le monde participe à ça, à ce financement, au financement de l'université, quand bien même vous ne bénéficieriez pas, ou après vos enfants, du service rendu par l'université. Bon. Donc ça, c'est une vision service public. Tout le monde doit pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Face à ça, vous avez une vision qui est, basée sur, l'individualisme, hein, qui est, en fait, c'est l'usager qui doit supporter le coût du service qu'il reçoit. Donc là, c'est typiquement la vision néolibérale des choses. C'est-à-dire que, beh, si je n'ai pas besoin de l'université, donc je ne vois pas pourquoi je paierais pour financer l'université. Je paierai si je vais à l'université. Bon. C'est pareil pour la santé, hein. La logique est la même. Je refuse de payer pour, la sécurité sociale parce que, moi je suis jamais malade. Bon et donc je vais m'assurer moi-même pour payer mes frais à moi quand, si jamais j'ai des soucis de santé. Donc vous voyez, ces 2 logiques sont très, très différentes et s'opposent, hein.
Est-ce qu'on doit faire financer, l'enseignement supérieur par la collectivité pour permettre à tout le monde, riche ou pauvre, d'avoir accès à l'université et à l'enseignement supérieur en général? Ou est-ce que c'est à chacun de supporter le coût, ou en tout cas une plus grande partie du coût que représentent les études supérieures? À titre, quand même pour, fixer les idées, le coût, tu vois, je suis désolé de parler comme ça, hein, mais le coût d'un étudiant, hein, une année d'études pour un étudiant coûte, entre guillemets, à la collectivité environ 10 000 €. Donc vous voyez bien que si on rentre dans une logique à l'américaine ou à l'anglaise, et qu'il faut que les usagers, donc les étudiants, heu, paient, la majeure partie du coût, hein, de leurs études, vous voyez bien que les droits d'inscription vont largement augmenter. Et en se plaçant dans cette logique néolibérale, ça change aussi le regard que l'on porte sur les études. Les études de tout temps, hein, et depuis qu'on a créé des universités, hein, la Sorbonne, je crois, date du 1200 et quelques. Donc depuis qu'on a créé, les universités, l'idée c'était quoi? C'est que le temps d'études, on n'est plus dans l'enfance, on n'est pas encore dans l'âge adulte, on est dans un temps où on se construit en tant que citoyen, où on va, se construire sa réflexion, acquérir des connaissances, et cetera, débattre, voilà, donc se construire en tant que citoyen. Bon. Aujourd'hui, vous voyez bien que, moi, quand je dis ça à mes étudiants, parfois ils me regardent avec un air bizarre, parce que, pour beaucoup, et je le reproche aucunement aux étudiants parce que, de plus en plus, vous êtes, les étudiants dans une génération où, depuis que vous êtes nés, il y a la crise de ci, il y a la crise de ça. Enfin, remarquez, moi je suis plus vieux, mais depuis que je suis né, c'est pareil, hein. Il y avait le choc pétrolier, après il y avait ci, après il y avait autre chose. Bon, enfin, de toute façon, il y a toujours une crise de quelque chose. C'est le propre du système capitaliste, hein, d'ailleurs, hein, qui est toujours, en crise ou sur le point d'être en crise. Donc, mais, ça permet aussi de maintenir les gens sous pression. C'est-à-dire, ben, voilà, hein, il y a ça, il y a le changement climatique, il y a, la crainte de l'avenir, et donc du coup, eh bien, de plus en plus, on dit: «Ouais, moi, je vais faire des études, il faut que je fasse des études pour trouver un boulot». Alors évidemment que ça compte, mais à mon sens, il sera d'autant plus facile de trouver un boulot qu'on se sera construit intellectuellement, on se sera construit une réflexion, une pensée critique, et c'est avec ça qu'on peut s'adapter plus facilement ensuite au monde du travail. Les études super pointues, dès le début pour, faire tel ou tel type de métier, bon, alors dans certains cas évidemment, quand vous voulez faire médecin, bon, faut que vous, soyez, dès le début de vos études, capable de, reconnaître telle partie du corps, et cetera. Bon, mais je veux dire, ça n'empêche pas non plus d'avoir, une construction, intellectuelle, qui permette de faire des citoyens éclairés. Et donc, de plus en plus, on substitue à cette vision-là, une vision très utilitariste des études, hein. Un peu, alors en économie, on parle, voilà, c'est la théorie dite du capital humain. C'est-à-dire que, en fait, tout est capital, hein, c'est le capitalisme. Donc on se construit un capital humain, hein, qu'on va valoriser. Donc les études, c'est un investissement, hein, on fait un investissement personnel pour se former et pour avoir ensuite, dans sa vie active, un retour sur investissement qui va permettre de rembourser le coût initial, hein. Et donc on a une relation, dont on dit, coût-bénéfice, hein, des études. Et du coup, eh bien, l'idée c'est, il faut, du coup investir et se prendre en charge, et prendre en charge sa formation. Mais vous voyez bien que dans les mesures là qui sont, prônées par le gouvernement actuel, mais par les précédents, hein, puisque depuis à partir, on va dire, de
de 2007, hein, et le vote de la LRU, hein, la loi sur la responsabilité des universités, le vote de la LPR à la fin, enfin cette année, non, pardon, l'an dernier, voté en toute urgence, parce qu'apparemment en pleine crise sanitaire, il n'y avait pas plus urgent que de voter cette loi, sur l'université. Alors effectivement, c'était très urgent parce que du coup, comme elle était très contestée par tous les personnels et qu'il y avait une mobilisation forte, évidemment, une fois que tout le monde était confiné, on a pu dérouler, tranquillement, le truc sans qu'il y ait, une contestation et une organisation, donc sans que la contestation puisse s'organiser, puisse bien s'organiser. Alors, pourquoi je crains? Parce que même si on n'est pas dans le même, au même niveau, mais on est sur cette pente-là. Parce qu'il faut voir ces lois, la LRU, la LPR, hein, loi de programmation de la recherche, vont toutes dans le même sens. Et elles organisent les universités comme des grandes entreprises. Avant la LRU, moi j'étais un fonctionnaire d'État, c'est-à-dire que c'était l'État qui me payait. Pro Première étape, on a transféré la masse salariale sur les universités. Donc maintenant, c'est l'université qui me paye. Ce n'est plus l'État. Alors ça a été vendu à l'époque en disant: «Mais ne vous inquiétez pas, l'État transférera le montant qu'il payait avant, il le transférera aux universités pour qu'elles n'aient pas de problème pour payer les personnels». Bon, et il y a quelque chose, alors je suis désolé, c'est technique, mais il y a quelque chose qui s'appelle le GVT, glissement vieillesse technicité. Et en fait, c'est, si vous avez la même masse, le même nombre de personnes qui travaillent à l'université, mais vous savez en tant que fonctionnaire, on gravit des échelons. Et donc évidemment, au fur et à mesure de notre carrière, on passe des échelons. Donc du coup, pour le même travail, on est payé un petit peu plus. Et donc c'est ça, ce GVT là. Et l'État s'est abstenu, et là, surtout depuis Macron, s'est abstenu de transférer ça. Donc pour l'université de Bordeaux, par exemple, ça représente quand même plusieurs millions d'euros, hein, que l'État ne transfère plus. Donc, et l'université doit quand même payer ces salaires-là, donc ça veut dire que l'université doit trouver par ailleurs d'autres financements pour faire face à heu, au paiement des traitements, de tous les personnels de l'université. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, hein, petit à petit, on transfère les charges sur les universités, mais l'État ne transfère pas les financements, et donc les universités, de plus en plus, doivent se tourner vers d'autres financements. Et alors là, vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez des problèmes, parce qu'il y a des universités qui ont été mises sous tutelle parce qu'elles ne pouvaient plus, arriver à boucler leur budget. Donc c'est déjà arrivé en France, hein. Heu, donc, et dans ce cas-là, c'est le recteur, hein, qui devient l'administrateur de l'université. Bon. Et donc qu'est-ce que vous faites? Plusieurs possibilités. Soit vous réduisez vos dépenses, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous fermez des formations, ou vous réduisez le nombre de personnes, le nombre d'étudiants dans vos formations, ou alors, vous cherchez à obtenir des ressources, des recettes supplémentaires. Et comment vous obtenez des recettes supplémentaires à votre avis? Eh bien, en faisant payer plus les usagers. Donc ça, évidemment, c'est le tabou ultime dans le système, d'enseignement supérieur. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent: «Oh non, mais ça, ils oseront jamais». Bon, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a de la sélection à l'entrée à l'université. Il y a ne serait-ce que 10 ans en arrière, ça aurait été totalement, impossible, hein, et le grand mouvement, universitaire en 2009, hein, contre la LRU, justement aussi, hein, il se battait contre ça. Donc, il faut voir quand même que des choses qui apparaissaient totalement impensables, inimaginables il y a 10 ans, 15 ans, sont réalité aujourd'hui. Et donc les droits d'inscription à 3 000, 5 000 ou plus, qui apparaissent aujourd'hui totalement improbables, je pense que, si Emmanuel Macron fait un deuxième mandat en 2022, ça arrivera sur le tapis au cours de son second mandat.
Parce que c'est dans la droite ligne de l'évolution, enfin, de l'évolution qu'ils sont en train de faire prendre à l'enseignement supérieur et à l'université. À partir du moment où c'est une entreprise, le président d'université devient un grand chef d'entreprise et il faut qu'il trouve des ressources pour financer ça. Sachant en plus qu'on nous bassine avec le fait qu'on est dans la concurrence et que l'on est dans un système où il faut attirer les meilleurs enseignants, les meilleurs étudiants. Bon, on oublie complètement le fait que l'université, c'est un service public et doit permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à ce service-là. Euh, Donc cette logique-là, qui est une logique un peu de marchandisation des études, hein, eh bien, elle conduit un peu à inverser la dimension émancipatrice des études. Euh, un étudiant qui est formé gratuitement ou quasiment gratuitement, eh bien, oui, contracte une dette une dette morale vis-à-vis de l'État, du pays qui l'a financé et qu'il va rembourser en s'impliquant dans la société d'une manière ou d'une autre, dans la vie active, dans d'autres domaines. Voilà, et on entend, voilà, on m'a aidé, je suis le produit de la République et de l'idéal républicain, et donc je me sens aussi un peu redevable, et donc je vais m'investir dans. Donc c'est un retour positif pour la société. À l'inverse, quand vous contractez une dette étudiante, hein, eh bien, vous devenez le client d'un système marchandisé, hein, en plus, vous avez une dette qui vous enchaîne déjà dès votre entrée dans la vie active. Bon, ce qui est pas la meilleure chose, hein. Commencer sa vie active avec une dette, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a tout un tas de conséquences financières, morales, psychologiques, etc. Et on s'en libère comment? Eh bien, en essayant de gagner le plus d'argent le plus vite possible. Bon. Mais ça veut dire, il y a des témoignages d'étudiants que j'ai lus qui disaient, ben, oui, moi j'avais envie de faire tel et tel boulot qui ait un sens, je voulais pas bosser dans une entreprise, et voilà. Et puis qui finalement dit, bon ben oui, mais là comme j'ai des sommes, j'ai mon prêt étudiant à rembourser, des sommes importantes, ben, plutôt que de faire ce que j'avais envie vraiment, mais qui est moins payé et qui va me poser des problèmes pour rembourser, ben j'accepte un boulot mieux payé, mais qui m'intéresse moins, etc., etc. Donc vous avez tout ce type de choses. Bon, je vois que l'heure tourne, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Je m'arrête là en espérant avoir fait un panorama un peu compréhensible de la chose. Et puis, eh bien, écoutez, je vous laisse poser vos questions auxquelles je tenterai de répondre autant que possible. Merci en tout cas pour votre écoute. Oui, normalement, il y a une légère latence. Euh, du coup, bah, merci Eric Bert pour cette conférence. Je vais être honnête, j'ai trouvé ça très intéressant. Et il y a plein de sujets que j'avais même pas réalisés. Vraiment, je trouve ça très intéressant. On va regarder les questions ont proposé les personnes connectées. Alors, la première qu'on a, c'est dans les pays du nord de l'Europe où les aides financières aux étudiants sont plus élevées qu'en France, est-ce que la proportion des étudiants endettés est inférieure? Vous voulez que je le répète? Non, non. Alors, pour être honnête, j'ai pas été vérifié, mais enfin, a priori, oui. Vous avez par exemple un pays comme le Danemark, tous les étudiants sont payés quand ils font leurs études. Donc évidemment, vous n'avez pas de problème d'endettement. Pour la petite histoire, ma fille, il y a 2 3 ans, avait fait une année Erasmus justement au Danemark, et elle avait découvert ça. Elle était très envieuse du coup. Disons que les conditions. Alors je me rappelle plus quel était le montant exactement, mais alors ça ne permettait pas forcément de couvrir tous les coûts, mais euh, ça permettait de couvrir une bonne partie des coûts de financement des études. Et donc, bien évidemment, dans ce cas-là, vous n'avez pas ou très peu besoin
de 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 vous endetter. Donc oui, les pays du Nord, les pays d'Europe du Nord ont choisi un autre système, mais en fait et qui est un système où, quand même quand on y regarde, aider sa jeunesse, c'est préparer l'avenir, hein. Bon, vous avez vu aussi, j'ai vu ça, ça me désole quand on voit ces files d'étudiants, sans fin devant, des banques alimentaires. Enfin, on peut se dire: «Ah, c'est très bien, il y a de l'entraide». Oui, très bien, mais quand même, je me mets à la place de ces étudiants. Et d'ailleurs, j'en ai entendu certains, ils disent: «Bon, là, on met un mouchoir sur notre amour-propre et voilà». Donc laisser la jeunesse dans la précarité, mais enfin, comment, quand on se prétend une nation, développée, start-up nation, à la pointe de l'innovation et compagnie, c'est quasiment criminel puisqu'on insulte l'avenir en laissant toute une partie de cette jeunesse qui abandonne ses études. Donc c'est une perte de compétences, c'est une perte de savoir-faire, immense, et puis d'investissement au sens noble, hein, pas d'investissement financier, mais au sens d'investissement dans la vie de la société aussi qui peut se perdre parce que vous allez créer, de la rancœur, de l'aigreur, enfin voilà. Donc je il y a eu du débat sur, est-ce qu'il faut, élargir le RSA aux moins de 25 ans, hein, aux 18-24 ans, puisque vous savez qu'il faut avoir 25 ans pour pouvoir toucher le RSA. Bon, oui, par exemple, c'est une mesure où, imaginer une allocation étudiante pour tous les étudiants. Eh bien oui, pour tous les étudiants, ça coûtera de l'argent, bien sûr, mais c'est certainement pas de l'argent perdu. C'est de l'argent qui servira à préparer l'avenir et ce sera certainement, beaucoup plus utile que, de supprimer l'impôt sur la fortune ou l'impôt, sur le capital. Merci beaucoup pour cette réponse, fort complète. Si vous le voulez bien, je vais continuer à vous poser des questions d'après. En deuxième question, c'est pour revenir sur ce que vous avez dit sur les, différents prêts étudiants aux États-Unis. Vous avez dit, qu'il y avait 3 prêts étudiants, le fédéraux, l'universitaire et le privé. Privé, oui. Et on voulait savoir, quels étaient les différents dangers de ces différents prêts et quels étaient les risques pour les étudiants? Alors, le prêt, privé auprès d'une banque, bon, le danger de tout crédit. Après, les prêts fédéraux, je sais que alors je sais plus si c'est le cas encore, mais du temps de sous la présidence d'Obama, il y avait des garanties quand même, hein, où, si, les personnes n'étaient pas en capacité de rembourser, il y avait une garantie de l'État fédéral qui évitait que, les banques se retrouvent, avec, des milliards de crédits non remboursés. Mais après, pour les étudiants, que vous soyez endetté auprès d'une banque, auprès de votre université ou avec un crédit fédéral, donc garanti par l'État fédéral, vous vous avez quand même, il vous faut quand même rembourser ça et si vous ne remboursez pas, vous vous exposez, à quelques soucis. Même Merci s'il y a beaucoup. peut-être moins de risques dans le cas d'un prêt fédéral, enfin voilà, que d'un prêt privé. Merci, j'espère que ça a répondu à la question. Je vais continuer avec les questions si ça vous dérange pas. Du coup, en troisième question, on a, en France, quel est le profil des étudiants endettés? Est-ce qu'il y a un profil type? Ou est-ce que ce sont des étudiants, par exemple, de familles très populaires ou à l'inverse des étudiants qui sont, endettés pour, des établissements, avec des prix, d'inscription très élevés? Il y a un peu les 2. Alors là aussi, hein, je suis désolé, je ne pourrais pas vous donner de chiffres précis là-dessus, mais heu, bien évidemment, sur les environ 10 d'étudiants qui sont endettés, bien sûr que ce sont des étudiants de classe populaire plus et ça peut être des étudiants parce que ce qu'il faut voir quand même dans le coût des études, c'est qu'il y a les frais d'inscription, mais il y a pas que ça.
Et pour les étudiants, si les étudiants qui sont à Bordeaux le savent bien, Bordeaux étant une des 3 villes les plus chères en matière d'immobilier en France, le coût du logement, est un poste important. Donc oui, les frais d'inscription sont peu élevés, mais si vous n'habitez pas chez vos parents et que vous devez avoir un logement à Bordeaux, par exemple, eh bien, oui, ça entraîne des coûts, importants. Donc même à l'université, ça peut poser des problèmes pour des étudiants qui n'ont pas, derrière des parents pour ou des familles pour financer ça. Mais il est évident aussi que, le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité si vous êtes un étudiant de conditions modestes et que vous êtes, dans une école de commerce à 10 000 € par an. Bon, là, évidemment, la situation est encore plus difficile. Sauf à ce que ces écoles-là, filent des bourses, importantes. Bon, je ne suis pas certain que ce soit, massivement le cas de ces écoles-là. Par contre, elles vont vous proposer des prêts étudiants à des taux, intéressants, en estimant qu'on vous fait un cadeau. Donc oui, ça, il est clair que, les étudiants de classes sociales plus modestes et ceux qui s'engagent dans des études où il y a des droits d'inscription plus importants, sont les plus touchés. Petite parenthèse d'ailleurs là-dessus, c'est qu'on est arrivé quand même à faire croire, hein, assez largement et surtout chez les parents et même chez certains étudiants, que à partir du moment où il y avait de la sélection dans une filière et à partir du moment où vous payez plus cher, c'est qu'obligatoirement le service était meilleur. Ce qui est une escroquerie monumentale, monumentale. Parce que, je reviens à ce que je disais au début, l'université, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était, tout le monde peut venir faire des études à l'université à un coût, très modique. Tout le monde. Et alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais l'université, c'est le seul endroit où vous avez, des enseignants qui sont titulaires du plus haut diplôme possible. Pour enseigner à l'université, en tant que maître de conférence ou professeur d'université, vous devez avoir un doctorat. Ce qui n'est pas le cas dans les classes prépa, ce qui n'est pas le cas, dans les écoles de commerce ou de ce que vous voulez. Voilà, donc alors ça ne veut pas dire que parce que vous avez un doctorat, vous êtes un bon enseignant, hein. Non, vous avez très brillants collègues, très brillants chercheurs, mais qui sont nuls en cours. Bon, c'est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est aussi l'endroit où nous sommes enseignants-chercheurs. Et c'est cette double casquette qui normalement est plus enrichissante parce que notre recherche, donc être toujours à l'actualité dans nos domaines de recherche, permet aussi de donner un enseignement qui est lui aussi plus en lien et avec l'évolution de la science dans nos domaines respectifs. Et le seul truc, c'est voilà, c'est un peu l'université, c'est un peu comme la devise pour le loto, hein, 100 des gagnants ont tenté leur chance. Donc là, c'est pareil, à l'université, tout le monde peut tenter sa chance. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Alors oui, il y a de la sélection en BTS, il y a de la sélection dans les IUT, il y a de la sélection dans les écoles, privées, il y a de la sélection, pour, les classes prépa. Bon, d'accord, mais et vous payez plus. Mais on a introduit ça, donc là aussi, hein, s'il y a un discours qui a infusé, comme quoi si, je paye plus, c'est que c'est mieux et vous voyez aussi que la relation diffère. Parce que je paye plus, donc j'ai le droit d'avoir mon diplôme. Et de plus en plus, vous avez ça également. C'est j'ai payé, donc en gros, j'ai acheté mon diplôme. Bon, et bien là, OK, vous avez payé, vous avez votre diplôme, mais ça ne veut pas dire que vous êtes bien formé ou quoi. Et ça peut être, ça peut conduire justement au fait heu, que vous êtes moins bien formé, malgré le fait que vous avez payé beaucoup plus cher et que du coup, vous ne voulez pas redoubler et vous voulez avoir votre diplôme. Et la relation entre enseignant et étudiant, du coup, change et à mon sens, devient totalement biaisée.
C'est une relation employeur, pas employeur, pardon. C'est, du coup, on vend un client. service scolaire, quoi. Oui, Oui. l'étudiant devient un client. Moi, ça m'est arrivé enfin, d'enseigner dans des universités à l'étranger où c'est ça, où il y a des droits d'inscription qui sont élevés, etc. Et on m'avait fait comprendre que au moment de l'évaluation, vraiment, il fallait que je colle ceux qui étaient, bon, vraiment, on pouvait pas faire autrement, quoi, hein, qui sont vraiment nuls. Mais que sinon, fallait quand même qu'ils l'aient, quoi. Bon, Mmh. bah, quand vous êtes dans une relation comme ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas, Oui, voilà, ça pose la question de la légitimité des diplômes après, en plus. bah, de la valeur de diplôme, de la valeur de ces formations. Quand bien même vous avez payé cher et vous avez été sélectionné et du coup, vous avez l'impression que parce que vous avez été sélectionné, donc vous êtes, l'élu, vous êtes meilleur, vous êtes ci, bon. Il y a pas de corrélation entre ça. Pour continuer, j'ai, d'autres questions du chat. J'en ai une, petite sur la proposition d'Aurélien Casta dont vous avez rapidement parlé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, rapidement pourquoi vous êtes pas d'accord avec ça? Enfin, quel est votre avis dessus? La proposition de qui? Attends, non, pardon, je me suis mélangé. Hem, ah oui, la question c'est que pensez-vous de la proposition d'Aurélien Casta, de reconnaître le fait que les étudiants sont, producteurs de valeur pendant leurs études et qu'on doit leur verser un salaire? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Alors, au risque de vous décevoir, au sens de la comptabilité nationale, vous, en tant qu'étudiant, vous vous êtes dans la catégorie des inactifs. Donc vous n'êtes producteur de rien. Moi, je dis ça un peu pour taquiner mes étudiants, quand, je leur parle du PIB, hein, vous savez, comment on calcule le PIB, tout ça, qu'est-ce qu'on met dedans? Et j'ai l'habitude de leur dire: «Bien, en fait, dans cette salle, il y en a qu'un qui est créateur de richesse, c'est moi». Et effectivement, au sens, voilà, hein, au sens de la comptabilité nationale et quand on évalue, voilà, le PIB et qu'à partir de ça, on calcule un taux de croissance, eh bien, les étudiants ne produisent pas ne produisent pas de valeur qui peut être transformée en une valeur monétaire. Mais c'est la même chose quand vous faites du bénévolat. Oui. Vous faites du bénévolat, vous aidez plein de monde, c'est très utile socialement, mais dans le PIB, ça comptera rien. C'est comme si vous n'aviez créé aucune valeur économique. Bon. Après, évidemment, c'est des conventions que l'on a utilisées. Je pense qu'il faudrait, là pour le coup, découpler l'idée d'un revenu ou d'une allocation pour les étudiants de leur contribution monétaire ou marchande à, alors elle ne peut pas être marchande, mais de leur contribution, à la création de richesse d'un pays. Heu, ou alors c'est de la création de richesse différée, parce qu'on peut imaginer que si vous êtes mieux formé, vous serez plus productif, donc à l'avenir, vous créerez plus de richesse. Mais, Mmh. heu, relier les 2, c'est donc, aussi, peut-être penser, alors je pense que c'était pas le cas de la personne qui posait la question, mais on peut retourner le truc, ça peut amener à penser qu'en gros, dans une logique, alors on parle d'économie néoclassique, hein, mais c'est ce qui fonde le néolibéralisme, on est rémunéré à sa productivité, quoi. Donc c'est parce que vous êtes productif de quelque chose que vous auriez une rémunération. Alors, dans le cas des étudiants, moi j'aurais tendance à considérer que, ben, il faut qu'il y ait un revenu minimum pour les étudiants. Alors après on l'appelle comme on veut, hein, bourse, allocation, ce que vous voulez. Du moment que ce soit un revenu qui, permette d'être au-dessus du seuil de pauvreté, quitte à chacun après de compléter s'il veut plus, avec sa famille, avec, un travail et cetera. Mais au moins donner le minimum vital pour éviter d'aller chercher des paniers de repas ou pour que, Frédéric Vidal, se tombe, tombe d'aise, parce que, il y a des repas à 1 € pour les étudiants, dans les restos U ou parce qu'ils ont le droit à 3 consultations chez le psy gratuites. Bon, quand on en arrive là, c'est vraiment,
Enfin, c'est pas à la hauteur, c'est vraiment pas à la hauteur des enjeux et de la situation. Donc de mon point de vue, s'il y a si on doit donner une allocation sous une forme ou sous une autre aux étudiants, c'est pour leur permettre d'étudier. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près un étudiant sur 2 qui travaille, alors à temps partiel, à temps complet, mais qui travaille pour financer ses études. Je suis désolé, voilà, je trouve ça inadmissible, hein. Et je vous le dis en tant qu'ancien étudiant salarié, parce qu'après mon prêt étudiant, moi j'ai travaillé jusqu'à mon doctorat, j'ai travaillé après, pendant mes études et je sais que c'est pas facile quand vous ratez, la moitié des cours, dans la semaine, que, il vous manque toujours des trucs, que, vous n'avez pas pu voir ci, pas pu voir ça, et que vous bossez, que vous êtes par ailleurs, que vous êtes crevé. Bon, sachant que moi à l'époque j'étais pion, hein, dans un collège, donc j'étais pas livreur, Deliveroo, à tourner, tous les soirs, donc et voilà, c'est totalement, inadmissible de mon point de vue que, on ne se saisisse pas de ce sujet-là et je le dis, sans démagogie aucune, hein, j'espère, que vous comprenez bien, que c'est justement pour préparer l'avenir qu'on fait ça. Mais dans la logique néolibérale, on peut comprendre, hein, pourquoi c'est pas fait. Parce que du coup, eh bien, on a une main-d'œuvre, très bon marché, corvéable, presque corvéable à merci puisque, elle n'a pas le choix et qu'on maintient dans une précarité et qu'on maintient sous domination et qu'il est plus facile de dominer, et pendant ce temps, eh bien, ils réfléchissent moins à faire la révolution, ces étudiants. Alors, nous avons une longue intervention du chat que je vais essayer de lire sans bafouiller, je ne garantis pas d'y arriver. Alors, bonjour, nous venons d'entendre un exposé relativement détaillé sur la situation des étudiants et cette constatation fait l'écho des conséquences du capitalisme. En tant qu'adhérent et militant au réseau salariat, je me demande s'il ne serait pas temps de remettre en question le fait de nier les étudiants comme étant des producteurs de valeur économique et enfin de les reconnaître comme des travailleurs pour qu'ils aient enfin droit à un salaire. À Réseau Salarial, nous proposons une affaire à la qualification plus connue sous le nom de salaire à vie pour tout le monde. En gros, la question pourrait être posée différemment. Nous demandons si nous avons une raison de laisser le capitalisme décider de la définition de travail, c'est-à-dire, nous dit-il, ne produit... Je suis navré, je vais refaire cette phrase, hein, l'intervention est un peu longue. Je ne trouve même plus le début de la phrase. En gros, la question pourrait être posée différemment. Nous demandons si nous n'avons pas raison de laisser le capitalisme décider de la définition de travail, c'est-à-dire, nous dit-il, ne produit que ceux qui sont en emploi subordonnés à un employeur en mettant en valeur du capital. C'était ainsi leur permettre de cataloguer les étudiants comme des personnes inactives, donc de les obliger à emprunter. Sinon nos ces cessions idéologiques, nous aurons des étudiants travailleurs ayant droit à un salaire et par conséquent, adieu les emprunts et les dettes. Qu'en pensez-vous? Oui, C'est un peu la même question que oui, précédemment. je m'en suis Alors rendu compte en le effectivement, lisant. le réseau salariat avec, Bernard Friot, et son idée du salaire à vie. Moi, je dois vous avouer que je suis un peu sceptique, je suis désolé, hein, mais, je suis pas vraiment sur cette ligne-là, heu, parce que cette idée revient aussi à dire alors, dans d'autres qui sont pas forcément dans le réseau salariat, mais qui adoptent des visions un petit peu, similaires. Il me semble que ça revient à dire en fait que du coup, tout le monde est productif de valeur. C'est-à-dire que, bah, là, par exemple, je suis productif de valeur à ce moment-là. Je suis en train de faire un exposé devant vous. Si éventuellement il a quelque intérêt et que vous en retirez quelque chose, donc j'ai été productif de valeur. Est-ce que pour autant je vais demander à être payé? Non. Quand vous faites du bénévolat parce que, voilà, parce que vous investissez dans quelque chose. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que je considère que oui, il faut qu'il y ait des choses qui restent en dehors de la sphère marchande et monétaire. Parce que sinon il me semble que on rentre dans une logique qui, pour le coup, va être, totalement marchande.
Je fais des études, donc je crée de la valeur, donc il faut que je sois rémunéré parce que je crée de la valeur. Bon, mais avec si on pousse ce raisonnement-là, heu, je joue aux cartes avec des amis, donc je crée aussi de la valeur parce qu'on est content, voilà et donc quoi? Donc il faut que je sois rémunéré pour ça? Il faut que j'ai quelque chose pour ça? Voilà, je pense que c'est ça la divergence que je peux avoir avec, le réseau Salaire à vie, comme de dire, bah, que les retraités, bon, ça voudrait dire que, de la même façon, les retraités sont productifs de valeur. Alors je suis tout à fait d'accord que des retraités, ils font plein de choses utiles, dans le milieu associatif, et cetera, bien sûr. Mais utile et éminemment valorisable d'un point de vue, humain, d'un point de vue collectif, social et ce que vous voulez. Mais c'est ramener ça encore à une logique économique et je pense pas que ce soit souhaitable. Pour le coup, voilà, bon. Après, je reconnais humblement que je ne connais pas non plus dans le détail toute la logique de Bernard Friot, même si je l'ai entendu, plusieurs fois en conférence et que je n'ai pas été totalement convaincu. Voilà. Mais le débat est ouvert, hein, je ne prétends pas, détenir la vérité absolue sur ce point-là. Ben, merci pour la réponse. Je vais vous poser une autre question, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, écoutez. Très bien. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation clairement établie entre le prêt étudiant et le prêt à la consommation? En fait, est-ce que des personnes qui ont fait un prêt étudiant sont plus propices à refaire un prêt à la consommation par la suite? Alors ça, je ne sais pas. Ah, Donc là, je ne peux pas vous répondre du tout. Est-ce que c'est en gros, enfin, sous-jacent est la question, voilà, si j'arrive pas à rembourser mon prêt étudiant, je peux faire un autre prêt pour rembourser le prêt étudiant et là, je dois vous avouer que je n'ai pas de données, de chiffres là-dessus à vous fournir. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a eu des études essayant de lier les 2. Je suis désolé. c'est pas grave, c'est pas grave, on a le droit de pas tout savoir. Ah oui, non, puis je suis très loin de tout savoir en plus. Euh, alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Bien, j'ai une question, je l'ai pas compris, je vais tenter de la lire, écoutez si vous arrivez à la comprendre. Euh, la question étant, est-ce que vous ne vous contredisez pas au sens où de la comptabilité nationale dont vous parlez, les retraités produisent de la valeur puisque leurs pensions sont comptées dans le PIB? C'est pas eux qui produisent de la valeur. Les les pensions, les pensions, c'est un oui, si vous voulez, c'est une ponction de la richesse produite au cours d'une année qui est allouée aux retraités. Mais cette richesse créée, elle est créée, beh, par les actifs. Elle est créée par les actifs et une partie, c'est l'objet de la redistribution, hein, de l'État. C'est-à-dire que la richesse qui est créée, elle est créée par les actifs et les actifs enfin et ensuite cette richesse-là va être redistribuée. C'est-à-dire qu'une partie de la richesse créée, beh, va être distribuée à des inactifs, heu, je ne sais pas, par exemple aux retraités sous forme de pension. Mais, c'est pas, c'est pas le retraité de par son activité de retraité qui crée la valeur de sa pension qui va lui être versée. Au sens de la comptabilité nationale, le retraité, il ne crée rien. Ben, merci pour cet éclaircissement. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va commencer à conclure, surtout que vu l'heure, on va vous laisser aller manger, les gens, hein, un moment. Alors, pour conclure, donc, déjà, on va vous remercier, Monsieur Egbert, d'être venu participer à la première conférence de l'ouverture de la semaine de la pensée marxiste, et pour de vrai avec un sujet fort intéressant et une conférence qui l'était tout autant.
Voilà, je pense qu'on a tous un peu cerné, la question de la dette étudiante et que du coup, on s'est tous fait un avis, sur la question et je crois que c'était un peu l'intérêt recherché. Je vais parler un peu au nom de l'UEC et dire ce que nous, en tant qu'UEC, on pense et voilà, quels sont nos avis. Hem, Actuellement, nous défendons, la proposition d'un revenu étudiant parce que, un étudiant sur 2 aujourd'hui, a un emploi à côté de ses cours. On ne trouve pas ça normal et en plus, comme on l'a dit, tout au long de la conférence, la première cause d'échec, c'est quand même les études. Le C'est pas mal cette phrase-là. La première cause d'échec, dans les études, c'est quand même, le fait d'avoir un emploi, à côté, comme vous l'avez dit, on peut pas suivre les cours, on est bien plus fatigué et forcément, c'est bien plus compliqué. Et puis ça crée notamment de vraies inégalités sociales, et sur les formations que l'on peut se permettre de faire aussi, parce que sur le prix des formations, suivant l'endroit où on peut aller, il y a une vraie ségrégation sociale sur, les études. Pour vous donner, quelques chiffres, sur les bourses, par exemple, 62 des étudiants ne bénéficient pas de bourse et seulement 7 des gens qui ont des bourses sont à échelon 7, soit l'échelon maximum, sans compter que cet échelon est de, 568 € par mois, qui n'est pas assez pour vivre, enfin ou très limite pour vivre parce que, rien que pour payer le logement et la nourriture, ce n'est pas assez. Au sein de l'UEC, nous nous battons aussi pour imposer un service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, financé à 100 pardon, par l'État. Parce que nous prenons le fait que l'éducation est un droit pour toute la société et que c'est un investissement à long terme. Comme on l'a dit tout le long de la conférence, les étudiants d'aujourd'hui seront les travailleurs de demain et il faut les former aujourd'hui. Euh, donc, nous demandons la gratuité des frais d'inscription, hem, comme c'est déjà le cas pour, les étudiants boursiers. Hem, Aujourd'hui donc comme on l'a dit, pour vous rappeler, c'est 160 € pour les, étudiants, dans la métropole donc non pas la métropole, les étudiants français, c'est 160 € les frais d'inscription, plus, la CVEC qui est donc à 90 € et après plus on monte en master et en doctorat, plus, les inscriptions sont augmentées. Bien sûr, on le répétera jamais assez, mais aux frais d'inscription s'ajoutent la nourriture, le logement, s'habiller, les soins de santé. On a vu, dernièrement dans l'actualité que certains étudiants ne se soignaient plus par manque de moyens. Et on ne parle même pas de tous les frais qui sont, pour la scolarité, le matériel scolaire, les stylos, pour, les blouses, les trousses de dissection et autres qui sont quand même à prendre en compte dans les dépenses. Hem Et après, petit rappel aussi, comme on l'a dit, les étudiants, étrangers qui payent 2 700 € pour s'inscrire en licence, qui est donc un prix assez énorme. Donc après, nous voulons aussi, rappeler le rôle du Crous, disant que c'est donc un rôle social fondamental, qui est donc, indispensable pour de nombreux étudiants aujourd'hui, que ça soit pour, manger, mais aussi pour les, Crous Market et donc ce sont vraiment des endroits indispensables. Hem, on demande à ce que ça soit un service qui soit, plus pris en compte et bien plus, et décidé bien plus démocratiquement qu'actuellement. De plus, le problème du Crous actuellement, c'est que les prix, fluctuent en fonction de l'offre et de la demande et donc si le Crous est soumis aux lois du marché, ça ne permet pas aux étudiants d'avoir quelque chose de constant. Donc ils ne peuvent pas, s'adapter, sans compter que leur bourse ne varie pas du jour au lendemain. Hem Et bien sûr, les Crous aussi, j'ai oublié de le dire, un lieu de logement, avec les logements Crous et les villages universitaires qui sont donc indispensables pour de nombreux étudiants aujourd'hui. Voilà, on est sur la fin de cette conférence, il est 19h30. Vraiment nous remercions, fraternellement, monsieur Eric Berg pour sa participation. À titre personnel, j'ai été vraiment agréablement, pris par, cette, conférence et c'était la première conférence de la semaine de la pensée marxiste. On va donc se retrouver mercredi à la même heure à 18h, pour, suivre la conférence de Julien Marchesi qui aura une vision plus historique puisque c'est un historien
et il nous présentera le plan Langevin wallon. C'est un projet de réforme de l'éducation imaginé pour sortir à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Je vous souhaite donc à tous une agréable soirée et j'espère que vous avez apprécié cette conférence qui fut pour nous un réel moment de formation et quelque chose de fort intéressant. Merci beaucoup Ben, merci à et vous. bonne soirée à tout le monde et bonne Ben, bonne soirée. continuation pour votre cycle de conférences. Merci beaucoup.